Je vais chaque année à Racine de Ciel. Bien sûr, à Racine de Ciel. Les plus grands auteurs. Au Palais Fèche. Écoutez, les histoires d'œuvres. L'histoire, œuvre. Cita d'Ayach. Cita d'Ayach. Racine de Ciel. Cita d'Ayach. Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, bienvenue à cette première rencontre littéraire de ce dimanche. Et ce matin, nous avons la chance, comme l'a dit Michel Eka, de recevoir Christophe Boltanski, écrivain, essayiste et journaliste. Christophe Boltanski, bonjour. Bonjour. Alors, quelques éléments pour vous présenter au public. Après des études au Centre de formation des journalistes jusqu'en 1987, vous travaillez pour le quotidien égyptien francophone Progrès égyptien, puis pour le quotidien Libération de 1989 à 2007. Vous y êtes correspondant de guerre durant la guerre du Golfe. Vous y êtes correspondant à Jérusalem de 1995 à 2000, puis ensuite correspondant à Londres jusqu'en 2004. Et d'ailleurs, vous co-dirigez le service étranger de Libération jusqu'en 2007. 2007, l'année où vous rejoignez les rangs de l'hebdomadaire Le Nouvel Observateur, et vous y resterez 10 ans, puisqu'en 2017, vous devenez rédacteur en chef de la Revue du 21, une revue indépendante de reportage. Et votre travail de reporter est connu et reconnu. Vous recevez le prix Bayeux-Calvados en 2010 pour ce reportage Les mineurs de l'enfer sur une mine de cassitérite au Congo, dans le Haut-Kivu, où vous avez consacré un reportage. Et vous êtes également essayiste. En 1997, votre premier essai sur les 7 vies de Yasser Arafat, avec l'écrivaine et réalisatrice Jihan El-Tari, et encore Minerai de sang, les esclaves du monde moderne, donc issus de vos nombreux reportages dans la région congolaise en 2012. Vous êtes aussi romancier. En 2015, votre premier roman, qui a particulièrement eu un retentissement, La Cache, est multi-récompensé, le prix Femina, le prix des prix littéraires en 2015 et le prix Transfuge du meilleur premier roman français. Dans ce roman, vous nous plongez dans l'itinéraire et le quotidien atypique de votre famille, frappé par le traumatisme de la Shoah et de la Seconde Guerre mondiale. Et vous publiez en 2018 Les Guetteurs et plus récemment Les Vies de Jacob en 2021, récit d'une quête née d'un album de photos de photomatons, nous menant de Djerba à Israël, où essayer de cerner l'énigme qu'est une personne et qu'est un individu. Mais aujourd'hui, il est question de votre récit, Kim Kassai, paru dans la collection Magni au musée, bien évidemment, aux éditions Stock cette année. Et vous retracez votre nuit passée dans l'Africa Museum, autrefois musée du Congo belge. On y reviendra, dans l'immense parc de Tervuren, aux alentours de Bruxelles, donc en Belgique, un établissement bien évidemment dont la création et l'existence sont intimement liées à la colonisation par la Belgique du Congo. Le Congo que vous connaissez bien, puisque vous y avez mené un certain nombre de reportages. Et peut-être que la première question qu'on pourrait vous poser, c'est est-ce que votre connaissance du Congo était la première raison pour laquelle vous avez choisi de passer cette nuit dans ce musée précis? D'abord, bonjour, je suis ravi d'être ici, et a fortiori dans un musée. Alors, d'abord, en fait, j'avais très envie de d'écrire dans cette collection, parce que j'aimais beaucoup l'idée, en fait. Il y a des gens qui sont claustrophobes. Moi, je suis plutôt claustromane. J'aime bien être enfermé, en fait. Donc, l'idée d'être enfermé pendant toute une nuit dans un musée était quelque chose qui m'attirait et particulièrement. Et donc, j'avais pensé à 2 endroits, précisément. J'avais envie d'être dans un lieu hanté. Et j'avais pensé d'abord peut-être à la maison de Victor Hugo à Guernsey, c'est la Hauteville House, qui est un lieu absolument incroyable, et à Tervuren, et c'est finalement sur ce dernier musée que le choix s'est fait, et pour plusieurs raisons. La première, c'est que effectivement, je me suis rendu
plusieurs fois en République démocratique du Congo, et notamment pour écrire un livre 10 ans plus tôt qui s'appelle Minerai de sang. Et pour ce livre, je m'étais rendu dans ce musée. En fait, le livre portait sur comme son nom l'indique, sur un minerai, et toutes les archives du Congo depuis l'indépendance se trouvent à Tervuren. C'est-à-dire que au moment de l'indépendance, en 1960, les Belges ont emporté, je crois, à peu près 90% des archives du Congo, c'est-à-dire voilà, tous les cadastres, les relevés topographiques, les photos aériennes, les carottages, comme on dit, les archives minières, tout ça se trouvait à Tervuren. Donc j'ai découvert ce lieu, et le lieu est absolument était très étrange, très étonnant, parce que c'était un musée colonial, voulu comme tel par son créateur, le roi Léopold II, et qui n'avait quasiment pas évolué depuis son inauguration en 1910. Et donc voilà, ce lieu était absolument fascinant. Et il a été fermé pendant 5 ans pour travaux, entre 2013 et 2018, pour être officiellement décolonisé. Et je me suis demandé, mais comment on fait pour décoloniser un musée colonial? Et en plus, quand on a discuté du projet avec Alina, c'était en 2020, il y a eu la mort de George Floyd, vous savez, ce jeune noir américain qui a été tué par des policiers à Minneapolis, à la suite de quoi il y a eu beaucoup de manifestations un peu partout dans le monde, ce qu'on a appelé des déboulonnages. Il y a eu des statues qui ont été, une statue d'un marchand d'esclaves à Bristol qui a été jetée dans le port, et il y a eu bien d'autres manifestations un peu partout, et donc ce lieu, Tervuren, me paraissait être un lieu intéressant pour justement explorer cette ligne de front, voilà, formée de statues, de bronze, de marbre et d'histoire. Alors, il faut rappeler justement les origines de ce musée et la très grande originalité de ce qu'a été la colonisation du Congo belge, puisque la France a elle aussi un empire colonial, avec toute une série de types de colonies, mais c'est vrai que le Congo belge, qui est peu connu en France, est un modèle très spécifique de colonie que l'on doit au fondateur du musée, d'ailleurs, le roi Léopold II, et qui est vraiment un trait spécifique de la colonisation africaine. Comme ça surprend beaucoup sur les cartes quand on voit la toute petite Belgique qui disposait d'une si gigantesque colonie, et ce qui crée d'ailleurs la spécificité du musée. Donc est-ce que vous pouvez rappeler un peu ce rôle de Léopold et cette spécificité coloniale? Alors, je ne suis pas un historien, hein, donc je fais très attention à ce que je vais dire. Mais Léopold, en fait, voulait une colonie. C'est un roi d'un État jeune, hein, qui est la Belgique, créée en 1830, et c'est un roi constitutionnel, donc avec pas beaucoup de pouvoir, et qui a des ambitions démesurées, et notamment d'enrichissement pour lui-même, hein, quand même. Il va devenir l'homme le plus riche d'Europe grâce au Congo, mais aussi pour son royaume. L'argent du Congo va permettre d'ailleurs de construire beaucoup de bâtiments remarquables à Bruxelles et ailleurs, dans le musée. Mais donc il veut une colonie. Ça devient très vite une obsession, même quand il est prince héritier, il se rend à l'Acropole, il vole d'ailleurs un morceau du Parthénon, un morceau en marbre sur lequel il fait graver il faut une colonie à la Belgique. Voilà, c'est tout jeune déjà, il voulait avoir une colonie. C'est d'ailleurs assez significatif qu'il ait fait graver ces mots sur une pièce volée. Mais donc il va effectivement, à la faveur de cette fameuse conférence de Berlin en 1885, obtenir un immense territoire, parce que justement à cause de la rivalité entre les puissances
qui se sont déjà largement servis et qui se méfient les unes des autres. Donc les Français, évidemment, ne veulent surtout pas que ce soit les Anglais qui s'en emparent. Et donc la Belgique, petit pays qui a priori ne menace personne, le roi Léopold va bénéficier de tout cela en multipliant les promesses de libre-échange, d'ouverture, etc. Et le résultat, effectivement, c'est qu'il va obtenir ce territoire à titre personnel. C'est ça. Oui. C'est-à-dire que c'est la seule colonie au monde qui a été une propriété d'un seul individu. Alors vous n'êtes pas tendre, effectivement, avec le roi Léopold, qui ne mérite pas d'ailleurs beaucoup de tendresse. C'est une espèce de personnage, une espèce de flibustier gigantesque, gargantuesque. Oui. Et c'est vrai que c'est très surprenant parce que tout lui appartient. Enfin, c'est une colonie privée. On dirait un contrat seigneurial du Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'il a les hommes, la terre, tout est à lui, quoi. Enfin... Oui, mais en même temps, c'est plus encore qu'une seigneurie, c'est une société anonyme. Lui-même ne se rendra jamais au Congo, donc il n'a pas de... mais en revanche, il regardera avec attention les livres de comptes et les contrats qu'il passera avec différentes sociétés concessionnaires. Donc c'est vraiment un territoire qui n'a comme seule finalité que de rapporter, de permettre justement au roi et à différents personnages qui vont en profiter de s'enrichir. Et paradoxalement, ce qui va se passer, c'est que ça va être une colonisation d'une extrême violence, enfin à la fois pratique et symbolique, et le roi va quand même avoir à cœur, justement avec Tervuren, de mettre en avant ce royaume qu'il ne verra jamais, enfin que lui n'y est jamais allé. Et vous décrivez aussi dans le livre, vous commencez par là avec les victimes de l'exposition coloniale, dont le but était de mettre en valeur cette colonie que les Belges ne connaissaient pas, mais que même le roi ne connaissait pas. Oui, parce qu'en fait, donc pour raconter cette nuit, moi j'ai voulu raconter un voyage en fait, une sorte d'exploration, puisque en fait ces musées des autres, c'est précisément ce qu'ils proposent. Hein. C'est quand le quai Branly a été inauguré en 2004, la publicité c'était devenez explorateur. Je crois que même on a distribué aux visiteurs des sortes de cahiers pour qu'ils notent leurs impressions de voyage. Et donc j'ai voulu jouer ce jeu, puisque c'était le jeu qui m'était proposé, et donc de raconter toute cette nuit comme une sorte de longue promenade, voilà, de longue exploration, à la fois dans un lieu et dans le passé. Et ce voyage, en fait, il débute quand je quitte Alina. Je ne sais pas si elle doit être au fond de la salle, quand je quitte Alina au centre du village de Tervuren, et il fait déjà nuit. C'est une période assez particulière, c'est au moment c'est en plein Covid, hein, donc le village est totalement désert, et on se quitte sur cette place du marché, et à ce moment-là je me dirige donc non pas vers le musée mais vers l'église de Tervuren, parce que en fait la visite elle commence là, parce que en fait 10 ans plus tôt j'avais découvert ce musée, et une amie qui travaillait comme historienne m'avait fait découvrir également cette église, parce qu'au pied de cette église il y a 7 dalles grises identiques avec des noms gravés dessus, donc 7 tombes en fait, qui sont en fait des cénotaphes, des tombes vides, mais qui correspondent à 7 Congolais morts à Tervuren en 1897 à l'occasion de l'exposition universelle. Et à cette occasion, donc Léopold voulait encourager ces sujets à se rendre, à exploiter, à faire fructifier son capital, et donc avait utilisé cette exposition universelle pour faire la publicité de sa colonie. Et il y avait à la fois une exposition d'artefacts, d'objets divers dans un palais qui existe toujours, le palais des colonies, et également dans le parc
un immense parc, hein, c'est le début de la forêt de Soignes. Il avait fait dresser un véritable zoo humain, donc des villages, 3 villages, dans lesquels des Congolais avaient été amenés de force et devaient mimer leur vie quotidienne. Enfin, ce qu'on pensait être à l'époque, j'imagine, leur vie quotidienne, pour être précis, et donc voilà, pagailler sur les étangs, jouer du tam-tam, etc. Et c'était un été particulièrement froid et humide, et donc de très nombreux, quand même ils sont 267 à être amenés de force, hein, au fin fond de cette forêt, et ils vont tomber malades les uns après les autres, et 7 d'entre eux vont mourir de maladies diverses, de pneumonie et autres, et vont être en fait jetés dans une fosse commune, parce que je crois que la paroisse avait refusé qu'ils soient inhumés dans le cimetière communal, et ce n'est que 50 ans plus tard que, à la demande parce que parmi eux il y avait ce qu'on appelle des soldats de la force publique, qui était un peu la milice indigène créée par Léopold et qui a perduré après. Et donc d'anciens compagnons d'armes ont demandé à ce que quand même il y ait voilà, qu'il y ait des tombes un peu plus dignes pour commémorer leurs camarades. Et donc on a élevé ces 7 tombes à la base de l'église de Tervuren. Et cette exposition universelle, ce zoo humain, qui est un terrible oxymore, produit un imaginaire du monde colonial de manière plus générique. Et dans la production de cet imaginaire, ce qui est particulièrement connu du grand public, notamment européen, c'est Tintin. Et d'ailleurs, vous songez immédiatement, lorsque vous êtes aux abords du musée, à Tintin, parce que c'est justement Tintin au Congo. Hergé s'est largement inspiré de ce qu'il a vu au musée de Tervuren, puisqu'il n'est jamais allé au Congo. Et Tintin au Congo est vraiment l'émanation de cet imaginaire, de cet univers de représentation stéréotypée décolonisée. Et immédiatement, Tintin au Congo et Hergé viennent directement dans ce que le musée a pu véhiculer comme vision du monde colonial. Oui, alors en fait, pour juste expliquer pourquoi j'en arrive à Tintin, c'est que donc à la suite de ce zoo humain, ça va être un immense succès, hein, ça va drainer des centaines de milliers de visiteurs. Donc on va créer ce musée qui est immense, qui ressemble un peu à une sorte de petit Versailles. Et quand aujourd'hui, après cette fameuse décolonisation du musée, on a complètement changé le cheminement de la visite, et parce qu'auparavant on entrait par le perron, par une immense rotonde. L'architecte qui a construit le musée est le même que celui qui a fait le Petit Palais à Paris, donc c'est Charles Giraud. Et donc il y a voilà, cette rotonde, ce perron, sauf que la rotonde en question abrite les pièces du musée les plus justement caricaturales et les plus associées à l'histoire coloniale. Donc on a dû imaginer un autre dispositif. Donc aujourd'hui on rentre par une sorte de bâtiment en verre qui a été dressé 100 mètres plus loin, et on plonge dans les entrailles de la terre, on emprunte un immense couloir, et là on tombe sur une cave. Et c'est la première salle qu'on visite, et cette cave en fait est devenue une sorte de cimetière de statues. Vous savez, il y a un film très beau de Vajda qui s'appelle L'homme de marbre, et au début du film, c'est sur un héros stakhanoviste qui a eu sa statue en marbre et qui lui-même est tombé en disgrâce, et sa statue également, donc elle s'est retrouvée dans les caves du musée. Et là c'est pareil, vous avez donc un enclos et des dizaines de statues qui sont empilées les unes à côté des autres, et parmi elles il y a une statue alors que j'ai immédiatement reconnue, alors qu'il n'y a pas tellement d'explications pour justement dire pourquoi ces statues sont là, mais et parmi elles, il y a la statue de l'homme léopard. Alors l'homme léopard, vous l'avez peut-être vu justement dans un album d'Hergé, ou peut-être
même vu au cinéma dans Tarzan, c'est que cette statue, qui est une vraie statue coloniale, a inspiré beaucoup d'œuvres de fiction. C'est donc un homme couvert d'une peau de léopard avec des griffes des métalliques au bout des doigts, penché sur sa proie. Et on la retrouve effectivement dans l'album de Tintin au Congo, Tintin manquant d'être assassiné par le sorcier d'un village déguisé en homme léopard. Et donc effectivement, je me suis intéressé à Tintin parce que Tintin, pour moi, peut-être pour vous aussi, a joué un rôle important. Je pense que j'ai été nourri complètement par mes lectures de Tintin. J'ai sans doute même appris à lire en grande partie en lisant Tintin. Je suis devenu reporter sans doute aussi à cause de Tintin. Je m'entends encore me dire lors de mes reportages, ah bah tiens, là je suis en Sildavie, ou là c'est le pays de l'or noir. Enfin voilà, toutes ces références tintinesques m'ont accompagné tout au long de ma carrière de journaliste. Et donc voilà, je me suis aussi intéressé à la représentation que tout cet imaginaire qui m'a accompagné et qui a été en partie formé par mes lectures de Tintin. Et notamment cet album qui n'a jamais été un de mes albums préférés, et encore aujourd'hui encore moins qu'hier, mais qui est un album d'ailleurs dans lequel Tintin n'est pas très sympathique, hein, mais qui est une sorte de parfait administrateur colonial. Il est très, très hautain, enfin, il provoque un accident ferroviaire, au lieu de s'excuser, il sermonne les passagers, les obligeant à redresser leur wagon enfin voilà. Et puis il se transforme aussi en massacreur, il passe son temps à défourailler, à tuer des dizaines d'antilopes, exploser dynamite, oui, il les dépaisse, les singes, il les dépaisse même une girafe également. Enfin, donc, c'est vrai que cette vision de l'Afrique, cette vision du Congo en particulier, elle nous vient aussi en partie par ces représentations. Et ces représentations-là, elles sont nées à Tervuren, elles sont nées dans ce musée, dans la mesure où, comme vous le disiez, Hergé, pas plus que le roi Léopold, ne s'est rendu au Congo, et pour réaliser cet album, en revanche, s'est rendu jour après jour avec sa planche à dessin au musée de Tervuren pour reproduire ici une pirogue, là un masque, ou ce fameux homme léopard. Et dans ce musée, dans lequel vous déambulez très vite, et vous en parlez avec l'église de Saint-Jean l'Évangéliste, donc votre premier arrêt, mais très rapidement, lorsque vous pénétrez dans le musée, le rapport à la mort est totalement omniprésent. Vous parlez d'ailleurs de cimetière de statues. Lorsque vous claquez la porte de ce musée, vous parlez du couvercle posé sur un cercueil. Alors, je ne sais pas, Jean Cocteau disait que le musée était une morgue, de façon peut-être un peu provocante, mais est-ce que justement, ce musée-là particulièrement, vous êtes encerclé de morts et finalement de vestiges d'une époque justement qui a été interrompue, suspendue, et finalement, il y a une forme de vision de l'obsolescence de ce musée qui finalement appartient à un autre monde aussi. Bah oui, c'est vrai que ce musée est étroitement associé à la mort, et même, évidemment, je ne pouvais pas m'empêcher pendant cette nuit et pendant l'écriture aussi à la Divine Comédie de Dante, quoi. Il y a vraiment ce sentiment d'abord, on commence par descendre dans ce musée. On y reviendra peut-être tout à l'heure, mais c'est particulier même si ce n'est pas le seul musée à procéder ainsi, hein, au Louvre, maintenant, on part également des sous-sols, mais là, on a vraiment en plus une descente assez vertigineuse en empruntant un escalier très abrupt et qui plonge comme ça à 20 mètres sous terre. Et ensuite, c'est un musée qui est à la fois, il faut bien comprendre, c'est à la fois un musée ethnographique
et un musée d'histoire naturelle. Donc vous avez à la fois des artefacts, des masques, des statues, mais aussi beaucoup d'animaux, énormément d'animaux. Alors moins maintenant, mais ils sont toujours là, hein, ils sont dans les caves également. Le musée possède 10 millions de spécimens animaux. C'est absolument considérable. Alors, heureusement, il ne s'agit pas que de girafes ou de primates, c'est beaucoup d'insectes, hein, ou de coléoptères, mais voilà, il y a des amas d'ossements et de peau amassés dans ce lieu. Et donc, voilà, vous savez, il faut comprendre qu'on passe cette nuit dans le musée. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas du tout prévu. Je pensais que le lieu serait éclairé par quelques veilleuses ici et là. En fait, le musée était entièrement dans l'obscurité, à part quelques écrans, il y en avait quand même quelques-uns qui fonctionnaient. Et je n'avais pas pensé à prendre une lampe torche avec moi, ce qui est une erreur tout à fait regrettable. Donc je me suis retrouvé avec mon iPhone. Vous savez, il y a une fonction torche, mais qui n'est quand même pas très puissante, hein, et en plus la batterie se vide assez vite. Alors il a fallu que je trouve une prise électrique pour pouvoir recharger tout cela. Et vous êtes donc plongé dans l'obscurité et au milieu de ces animaux, hein, il y a beaucoup d'animaux, et qui sont là pour vous faire peur, parce que encore une fois, c'était un musée qui avait une vocation de propagande, hein, et qui donc jouait sur une dichotomie tout à fait simple, qui était d'un côté, il y avait la sauvagerie, et puis après la civilisation. Et donc la sauvagerie doit être vraiment sauvage, et la civilisation vraiment civilisatrice. Et donc tous ces animaux, alors que quand vous allez dans un zoo à Vincennes ou ailleurs, ces animaux ont l'air plutôt placides. Là, sont tous avec leurs babines retroussées, leurs crocs sortis, leurs griffes tendues et prêts à se jeter sur vous et à vous dévorer. Donc vous les découvrez avec une petite lampe torche. Et la nuit a cela de particulier, c'est que la nuit, elle isole. Vous ne voyez pas, enfin à part peut-être la voûte céleste, vous ne voyez que des détails. De nuit. Vous voyez que la nuit, chaque objet est singularisé, retrouve sa singularité, si vous voulez. Et donc, vous ne voyez pas une collection. Une collection, d'une certaine manière, c'est assez rassurant. Vous pensez qu'il y a que tout ça est accroché au mur, bien sagement, et que ça ne va pas ils ne vont pas forcément se jeter sur vous pour vous manger. Mais là, non, vous le voyez à chaque objet, l'un après l'autre, et qui retrouve justement une certaine vie, en fait, une certaine, et donc c'est assez menaçant quand même. C'est un environnement qui n'est pas du tout serein, et donc vous voyez ces animaux et vous voyez l'animal, vous ne voyez pas simplement l'objet, vous voyez l'animal qui a vécu et qui a été chassé, qui a été tué et ensuite empaillé. Et donc la mort est quand même assez présente, hein, dans ce musée. Et puis évidemment on commence par ces tombes, mais il y a aussi il y a beaucoup d'absences également. C'est-à-dire que dans le musée que moi j'avais découvert 10 ans plus tôt, les seules statues qu'on voyait, c'était principalement des conquérants belges, mais pas seulement. Hein, cette histoire, elle est européenne. Hein, il y avait des conquérants de toutes les nationalités. Stanley lui-même était gallois. Enfin voilà, mais on voyait donc tous ces généraux d'empire avec des bustes constellés de médailles. Et il y avait aussi des statues d'indigènes, toujours selon deux registres qui étaient soit la soumission, soit l'agression d'une certaine manière, des statues qui étaient aussi là pour faire peur des hommes avec des couteaux, des sorciers. Donc, mais il n'y avait pas, à part
ces généraux qui, eux, étaient singularisés, on leur donnait leur identité, leur nom, leur grade. Les Congolais étaient tout à fait absents. Et cette absence, on continue à la ressentir. Donc les morts peuvent être... comment dire, vous pouvez ressentir la présence des morts par leur présence, mais aussi et surtout par leur absence. Et alors, ce qui est intéressant aussi et qui manifestement vous questionne dans la réorganisation de ce musée, c'est que donc ce musée renvoie, par ces objets qui sont neutralisés, par ces absences, il renvoie à la violence coloniale, enfin à la violence qu'a imposée la colonisation. Et puisqu'on parlait de Tintin et des reporters, enfin il y a un fil conducteur aussi avec les reporters, vous attardez aussi beaucoup sur les paradoxes de la colonisation, puisque maintenant les études, le travail sur les processus coloniaux démontre que en fait, la décolonisation a commencé en même temps que la colonisation. C'est-à-dire que la contestation est arrivée au moment... La contestation, évidemment, des gens qui se trouvaient colonisés, mais aussi à l'intérieur même du système colonial, des gens qui ont contesté cette atrocité de la mainmise des concessions, enfin des compagnies concessionnaires. Et ce qui est assez paradoxal dans ce musée, c'est qu'il y a à la fois les instruments de la domination et de la violence, les fusils, les fouets, enfin... et il y a aussi les éléments de leur contestation, puisque le Congo, et vous le développez, a été une des premières colonies dans lesquelles ont agi ce qu'on aurait appelé aujourd'hui des lanceurs d'alerte, c'est-à-dire des gens qui se sont inquiétés des dérives coloniales, et il me semble que le fond de photographie, enfin les premières photographies des violences coloniales qui ont été faites, est aussi conservé dans le musée. Et le musée joue sur ces paradoxes, enfin du moins est évoqué un petit peu. Évoqué, mais de façon très, très discrète hein, quand même. Hein. Et on en revient au problème de l'absence, c'est-à-dire que... Mais c'est vrai que vous avez tout à fait raison, l'histoire du Congo, on retrouve ça partout ailleurs, hein, elle est ponctuée de révoltes, les populations n'ont jamais accepté ce qui leur arrivait, donc il y a eu toutes sortes de révoltes qui ont toutes été évidemment réprimées dans le sang, et notamment la force publique par exemple, les soldats de la force publique se sont très vite révoltés contre leurs maîtres, mais ça on en fait peu état hein, dans le musée. Hein. En fait, le musée a été pris dans toutes sortes de contradictions que beaucoup d'autres musées ont connu. Que faire de tout ça, voilà. Donc, que faire de tout ce passé? Alors, une des options qui a été choisie, par exemple, en France, on avait un musée colonial qui était le musée de la Porte Dorée. On l'a fermé, mais c'est devenu le musée de l'immigration, donc on a fait autre chose. Et les collections ont été transférées au Quai Branly, qui est devenu une sorte de musée des beaux-arts. On pourra en reparler plus tard, mais voilà, l'art a aussi cet avantage d'éviter un peu les questions les questions embarrassantes. Une œuvre d'art, vous pouvez l'apprécier même sans prendre en compte son contexte historique. L'art n'a pas de passé, l'art est universel, l'art et on peut l'apprécier en tout temps, en tout lieu. Et comme disait le philosophe Walter Benjamin, la beauté comme l'argent, ça n'a pas d'odeur. Voilà. Donc ça a beaucoup d'avantages. Mais c'est assez aussi hypocrite et d'ailleurs ça pose question parce que ces œuvres qui sont montrées comme des œuvres d'art, la plupart d'entre elles n'ont pas été conçues à l'origine comme telles. Elles avaient d'autres fonctions, c'était des fonctions rituelles, religieuses, c'était comme disait, voilà, c'était des fétiches, donc c'était aussi des statues agissantes qui pouvaient et donc qui étaient tout à fait l'usage qu'on en faisait et le regard qu'on portait sur elle était tout à fait différent. Mais donc là, ils ont voulu transformer effectivement une partie du musée en musée des beaux-arts. Donc il y a une salle qui s'appelle l'art sans pareil. Mais ils ont voulu aussi conserver le musée d'histoire naturelle. Alors qu'ils auraient pu, voilà, il y a un autre musée d'histoire naturelle à Bruxelles, ils auraient pu transférer tout cela ailleurs. Ils ont voulu également conserver une salle qui s'appelle Rites et coutumes, ce qui me paraît faire débat, parce que je ne sais pas si au Louvre on imaginerait une salle Rites et coutumes où on résumerait la société européenne en gros à l'enterrement des morts ou cérémonie de mariage ou autre. Ça me paraît un peu réducteur. Et il y a... Ils voulaient à l'origine, au moment de quand ils ont fait ces travaux, ils voulaient éviter évidemment d'aborder ces questions un peu délicates
du passé. Et donc, la première idée, c'était qu'il n'y ait même pas de salle historique. Et puis, il y a eu quand même des voix qui sont élevées pour dire, mais non, on ne peut pas faire l'économie de tout ce passé, il faut quand même qu'il y ait un espace qui lui soit dédié. Et donc, l'espace imparti est assez petit, évidemment, puisque c'est arrivé dans un deuxième temps, et donc assez frustrant. Mais il y a un écran tactile qui n'était pas éteint cette nuit-là, et sur lequel on peut trouver, mais il faut vraiment faire une démarche pour cela, c'est volontaire, ces fameuses photographies prises par une missionnaire anglaise qui s'appelait Alice Seeley Harris, et donc qui était avec son mari dans une mission dans la province de l'Équateur, et qui un jour voit arriver un homme avec les membres amputés de sa fille, et là elle découvre cette pratique qui est instaurée par les fameuses sociétés concessionnaires, parce que donc très vite, en fait, le Congo sous Léopold, c'est d'abord l'exploitation de l'ivoire et ensuite l'exploitation du caoutchouc, parce qu'il y a un monsieur Dunlop qui a inventé le pneumatique. L'arbre qui pleure. Voilà. Le caoutchouc. Et donc ces sociétés obtiennent des monopoles sur des territoires immenses, grands comme des pays quasiment, où ils peuvent exploiter ce caoutchouc et surtout imposer le travail forcé. Donc les populations sont obligées de s'enfoncer dans la forêt pour aller faire pleurer ces arbres et ramener la sève. Et quand ils ne ramènent pas la quantité demandée, ils sont tués. Ils sont tués, et pour s'assurer que les balles sont bien utilisées, il faut ramener justement une main coupée de sa victime. Et ce sont donc cette femme, Alice Seeley Harris, va commencer, elle alerte sa hiérarchie, on ne la croit pas, et donc elle va commencer à photographier ces crimes, et ces photos vont avoir un véritable impact. Je crois que c'est Mark Twain, enfin, parce que beaucoup d'intellectuels vont se mobiliser à cause de ces photos, à cause de ces atrocités. Mark Twain, Conan Doyle, Joseph Conrad, Anatole France, enfin voilà, et ces photos vont être montrées dans les églises, dans des halls de conférences, en Angleterre, aux États-Unis, un peu partout en Europe, et vont véritablement changer, avoir un impact sur cette chose qu'on appelle l'opinion. Voilà. Et on peut considérer d'ailleurs que c'est peut-être sans doute cette campagne-là est peut-être la première campagne humanitaire de l'histoire. Et vous parliez de Joseph Conrad. Vous avez pris avec vous, avec votre sac de couchage, le livre Au cœur des ténèbres, qui justement s'inspire directement du Congo belge, de l'expérience qu'a fait Joseph Conrad dans le Congo belge. Et on voit vraiment que c'est un théâtre d'inspiration. Donc au-delà de Hergé, il y a aussi Conrad qui a justement essayé de produire cette œuvre pour dénoncer la barbarie humaine qui avait cours, notamment le colonel Kurtz, qui est le personnage fictif Au cœur des ténèbres, qui est directement inspiré d'une personne qui a réellement existé, puisque c'était un déshérité. Peut-être plusieurs personnes. Peut-être plusieurs personnes, c'est vrai. Qui était Léon Rome. Léon Rome. Fils naturel, on disait à l'époque illégitime, déshérité, qui est arrivé au Congo pour justement essayer de réussir la colonie, comme aussi déversoir aussi des frustrations de métropolitains qui n'ont pas réussi leur vie ou leur existence matérielle ou peut-être spirituelle dans leur pays d'origine, et qui essayent de réussir et d'avoir une existence enviable même sur le plan matériel et social dans les colonies. Non, tout à fait. En fait, c'est effectivement un des fils du livre. D'abord parce que Conrad donc a écrit le cœur des ténèbres en s'inspirant de sa propre expérience. Donc c'était un capitaine au long cours, donc il va être nommé, il va prendre le commandement d'un vapeur sur le Congo qui s'appelle le Roi des Belges d'ailleurs, et il va y passer
plusieurs mois, hein, pas très longtemps en fait. Il va tomber malade, enfin, il y aura plein d'avaries, enfin, ça se passe très mal. Et il dira plus tard que cette vision, ce qu'il a vu sur place, a totalement changé, même sa vision de l'humanité. Et il va donc, à la suite de cette expérience, écrire ce texte, qui est un texte absolument terrifiant, hein, sur l'expérience coloniale, et qui va être, après, aujourd'hui, critiqué dans la mesure où on estime aussi qu'il y a peut-être des clichés, voilà, sur l'Afrique. C'est vrai que l'Afrique est toujours renvoyée aux ténèbres. C'est quelque chose qui est même très ancien, hein, depuis le Moyen-Âge. Hein, c'est vraiment. Mais je pense que les ténèbres dans le livre de Conrad sont beaucoup plus les ténèbres intérieures. Hein, ce sont nos ténèbres à nous qu'il décrit, et notamment ceux de ce personnage donc le narrateur, c'est un autre capitaine qui s'appelle Marlowe, est chargé de retrouver au fond en amont du fleuve un agent commercial qui s'appelle Kurtz, qui est un très bon agent commercial, qui renvoie plus d'ivoire que tous les autres agents réunis, mais qui ne donne plus de nouvelles, et on va s'apercevoir, voilà, qu'il a sombré dans une sauvagerie et dans une violence inouïe, et effectivement pour décrire ce personnage, il va s'inspirer de plusieurs personnes réelles, et notamment ce Léon Rome, qui avait comme particularité d'avoir donc son bungalow, et il avait décoré son parterre autour de son bungalow avec des piquets et des crânes humains plantés dessus. Et ça, cette pratique aussi de la décapitation, il n'est pas le seul à la faire, hein, puisque plusieurs de ces crânes vont se retrouver d'ailleurs dans les caves du musée de Tervuren. Ils n'y sont plus, hein, ils ont été transférés en 1960 au musée d'histoire naturelle de Bruxelles, mais notamment un fameux chef d'un village qui se situait près du lac de Tanganyika, le Luzinga, qui donc son crâne se trouvait à Tervuren il y a encore quelques décennies. Et donc, en fait, moi, je me suis aussi, j'avais ce livre avec moi, et je me suis inspiré de ce livre pour écrire King Kassai, parce que quand vous passez une nuit au musée, ça a été dit hier et avant-hier par mes camarades, vous disposez d'un lit de camp, et d'un très joli lit de camp, très confortable, et j'avais demandé à ce que ce lit de camp soit placé dans un des lieux emblématiques du musée, dans cette fameuse rotonde, face à une des pièces iconiques du musée, qui est un immense éléphant qui a été chassé et tué à la demande du musée en 1956 pour l'exposition de 1958, 2 ans plus tard, et qui est un immense éléphant. Et donc je me suis retrouvé face à lui pendant toute une nuit, quand même, c'est long, et je me suis intéressé à la fois à son histoire et aussi à celui qui l'avait tué, à son chasseur. Et donc c'est ce chasseur-là aussi que je vais chercher dans ce musée. Donc, parce que 10 ans plus tôt, il y avait eu un film, on montrait un film sur la chasse de cet éléphant, et on voyait ce chasseur apparaître, ce film qui n'est plus projeté aujourd'hui. Et donc c'est un peu mon Kurtz à moi. Voilà. Donc je suis à la poursuite de ce Kurtz, et je raconte à la fois son histoire et celle de sa famille, qui, par un hasard incroyable, et raconte à elle seule toute l'histoire de la colonisation du Congo, dans la mesure où il y a un aïeul qui a participé à la conquête en 1891, puis après, 10 ans plus tard, il y a un autre, alors ce sont des nobles, des aristocrates belges, des chevaliers, et en général c'est des cadets qu'on envoyait comme ça très loin parce qu'on ne savait pas, voilà, il y avait la prêtrise, et il y avait l'empire colonial comme débouché possible, et donc 10 ans plus tard, il y a un autre chevalier qui va justement participer à l'exploitation du caoutchouc, hein, et puis ce fameux chasseur. Et j'ai retrouvé après les traces, mais peut-être que je spoil un peu l'histoire, mais les traces d'un autre chevalier qui figure sur des listes des Nations Unies comme personne recherchée, parce qu'il était l'un des commandants des mercenaires
blanc de Moïse Tshombe. Alors, je ne sais pas si cette histoire vous rappelle quelque chose, mais au moment de l'indépendance, les sociétés minières belges ont voulu garder la province la plus riche, qui est celle du Katanga. Et donc, le Katanga a fait sécession, mais le Katanga n'avait évidemment pas d'armée. Donc, ils ont créé une armée de toutes pièces avec des mercenaires qu'on a très vite surnommés les affreux. Et donc, l'un des commandants de ces mercenaires, c'était un chevalier de cette famille. Voilà. Et cet éléphant, donc baptisé Kim Kasai, qui est vraiment la proie, il y a une traque de 10 jours avec le chevalier. Et cet éléphant, donc vous passez la nuit à ses pieds, il faut dire qu'il est impressionnant, puisque 7,50 m de long, 5 mètres de haut, donc figure particulièrement imposante, mais qui vous frappe aussi et qui vous touche par sa fragilité, puisque la peau est un peu craquelée, c'est quand même 100 kg d'ivoire, donc c'est particulièrement imposant, mais c'est fissuré, c'est crevassé, il craque un peu de tous les côtés, c'est ce que vous dites, je vous cite, et il y a un peu un effet miroir qui se produit avec vous, qui êtes seul dans le musée, et lui qui est d'ailleurs seul un peu à l'écart du reste des pièces du musée, et il y a une forme de complicité qui se noue. Enfin, complicité, j'aimerais bien, je ne sais pas, je ne sais pas trop comment il a réagi à tout cela, mais effectivement, dès que vous êtes face à quelqu'un pendant plusieurs heures, il se passe quelque chose. Hein, il y a un échange, et même parfois une forme d'identification. Et cet éléphant, il m'a paru terriblement vieux, très très vieux, il est vraiment très ridé, craquelé de partout. Il a failli s'effondrer, et donc il a lui-même été restauré quelques années avant le musée. Donc il y a une armature en métal, notamment dans sa trompe, qui lui évite maintenant de redevenir une sorte de tas de chiffon comme ça par terre. Et l'éléphant, c'est aussi un cliché sur l'Afrique. Donc, dès qu'on parle de l'Afrique, on met un éléphant en exergue, alors que malheureusement, quand vous vous rendez en Afrique, cette chose, l'Afrique, de toute façon, cette immensité, des éléphants, vous n'en voyez pas beaucoup. Donc, mais pour moi, ce symbole était plus finalement un autre symbole. Parce que l'histoire de cet éléphant, c'est que c'était un mâle solitaire, chassé de son troupeau, et donc souvent d'ailleurs quand les animaux sont déclarés solitaires, on considère qu'ils sont menaçants. S'ils ont été chassés, c'est bien pour une raison, c'est ils doivent être particulièrement agressifs. Et donc, il a sans doute été chassé après avoir été signalé par des villageois pour avoir détruit des cultures. Voilà. Et donc, effectivement, je me suis pas mal identifié à cet éléphant. Vous savez, mes filles me disent tout le temps, papa, il faut que tu te déconstruises. L'époque. Hein. Donc, je me suis pas mal déconstruit pendant cette nuit-là, en fait. Et donc, cet éléphant, pour moi, il représente aussi autre chose. Je suis un mâle blanc de plus de 50 ans et qui, appartenant à cette catégorie de gens qui ont longtemps cru être les rois de la création et qui ont été quand même en partie détrônés. Et donc, voilà, il y avait un peu cette réflexion-là dans ce face-à-face avec cet éléphant. Mais parce que c'est aussi le lieu qui s'y prêtait. Hein. C'est quand même aussi... Ce lieu ne décrit pas le Congo. Hein. D'ailleurs, les musées... les musées sont des lieux qui racontent des histoires. C'est un peu comme les romans. Hein. Des histoires. Et ce musée a raconté d'ailleurs plusieurs histoires au cours depuis sa création. Et un musée, c'est une représentation du monde. Et ce n'est pas le Congo, c'est notre vision, la vision européen-centrée du Congo. Et donc, évidemment, voilà, toutes ces questions sur l'homme blanc, on ne peut pas ne pas se les poser dans un lieu pareil. Et parmi les clichés aussi que vous déconstruisez dans votre cheminement, puisque vous aussi, un peu comme dans Apocalypse Now, vous remontez petit à petit
le cours du fleuve et le cours du musée, à la recherche de votre chasseur. Mais il y a deux choses sur l'Afrique que vous reprenez, qui sont complètement intégrées en fait dans notre vision de l'Afrique. C'est d'abord la globalité de l'Afrique, c'est-à-dire que le musée lui-même s'appelle le musée africain, enfin l'African Museum, alors qu'il finalement il ne parle que, entre guillemets, alors c'est très grand, mais que de l'Afrique centrale, et il y a bien d'autres Afriques. Et vous parliez tout à l'heure de l'entrée par le tunnel. Et vous mettez en avant aussi le fait que dans notre vision du monde, alors outre le côté effectivement l'Afrique c'est la sauvagerie, l'Afrique, vous dites que l'Afrique on l'envisage souvent par sa verticalité, c'est-à-dire par son substrat, c'est-à-dire qu'on va chercher en Afrique, alors vous avez une phrase comme ça, on va chercher soit des origines, puisque ce qu'il y a dans le sol, du minerai, des squelettes, l'origine de l'humanité, les plus anciens, forcément quelque chose. Donc on cherche l'Afrique par le substrat, pour ce qu'il y a en dessous, et pas forcément pour ce qui va se passer à la surface du pays. Et le musée en est un peu à la fois le réceptacle de tous ces paradoxes. Non, tout à fait. En fait, 10 ans plus tôt, je m'étais rendu dans ce musée pour écrire un livre sur une guerre oubliée dans l'Est du Congo, qui dure depuis maintenant plus de 20 ans, et qui a fait des très très nombreuses victimes, dont on parle très peu, qui paraît toujours incompréhensible pour les médias, et alors que l'un des principaux enjeux de cette guerre, c'est l'exploitation du minerai, justement. Donc toutes sortes de minerais, il y a du coltan, la cassitérite, moi c'est celui-ci que j'avais suivi, et je me suis dit, pour raconter cette guerre, pour relier cette guerre à nous, il faut que je relie ces minerais à notre quotidien, puisque la cassitérite, c'est de l'oxyde d'étain, on la trouve dans tous les appareils électroniques qui nous entourent sur les circuits imprimés. Donc vous avez certainement peut-être de la cassitérite du Congo avec vous aujourd'hui. Donc je m'étais rendu dans une mine, et ce sont des mines, faut imaginer, c'est des mineurs, des creuseurs artisanaux alors il y a des groupes armés à chaque fois qui contrôlent la mine, mais ceux qui creusent pratiquement à main nue ou avec une pelle, en tout cas avec des moyens extrêmement rudimentaires, des galeries qui peuvent plonger à 200 mètres de profondeur, 300 mètres. Enfin, c'est absolument incroyable, et c'est étayé avec de simples rondins et avec, vous imaginez bien, des accidents multiples qui s'y produisent, des éboulements. Et j'étais descendu dans l'une de ces mines. Et j'ai eu d'ailleurs, j'ai beau ne pas être un claustromane et pas un claustrophobe, là franchement je n'en menais pas large. Et donc ça m'a évidemment interrogé de me dire que ce musée, et vous avez raison de dire qu'il maintenant s'appelle l'Africa Museum, marrant comme ce musée qui n'a cessé, parce qu'il s'est appelé successivement Musée du Congo belge, puis après Musée royal d'Afrique centrale, maintenant l'Africa Museum, donc à chaque fois des entités géographiques de plus en plus grandes, que ce musée commence par descendre dans la terre, voilà, et que cette partie du monde, effectivement, on l'appréhende souvent de haut en bas, et que considérant que l'Afrique, c'est effectivement une sorte, on va y chercher les origines de l'humanité, on va y chercher un art primitif, on va y chercher un substrat, justement, des minerais. Et donc, effectivement, je ne suis pas sûr que quand la restauration a eu lieu, on a vraiment pris en compte ce symbole-là. Encore du refoulé. C'est du refoulé qui... C'est ça. En parlant du retour du refoulé, vous parlez de la scénographie et l'aménagement du musée, notamment au niveau de la rotonde, où il y a une forme de fébrilité ou d'hésitation sur quoi mettre en avant, quoi dissimuler. Et ce qui représente particulièrement ça, et c'est presque un objet littéraire à part entière, c'est le rideau au voilage léger qui dissimule sans vraiment cacher les pièces qui œuvrent à la propagande de Léopold II. Alors on a Minerve, la déesse avec son épée qui protège les populations autochtones. On a la Madone qui protège les enfants d'autochtones aussi. Et la nuit, vous ne voyez pas vraiment ces statues, ces 4 statues, il y en a 4. Et lorsque le jour vient, le rideau pas très épais donne à voir. Et c'est là toute la problématique, c'est à la fois essayer de dissimuler, mais quand on dissimule, c'est un moyen de cacher, mais c'est aussi un meilleur moyen de montrer ou de se faire montrer. Et c'est là tout le paradoxe et la difficulté
qu'il y avait dans cet aménagement du musée. Oui, parce qu'en fait, donc j'étais dans cette rotonde qui était plongée dans l'obscurité. Donc je voyais l'éléphant, mais je ne voyais pas très bien ce qu'il y avait autour de moi, parce que ces fameuses statues, ce sont des immenses allégories, des sortes d'Athéna ou de Minerve, qui représentent la Belgique, apportant la sécurité, la civilisation et la foi chrétienne aux peuples autochtones. Peuples autochtones toujours représentés sous les traits de jeunes enfants à moitié nus. Et ça, ces statues-là, elles étaient dans des niches, dans des alvéoles, et donc on ne pouvait pas les voir de nuit. Et c'est pour cette raison même qu'elles n'ont pas été déplacées, justement, parce qu'on a considéré qu'elles faisaient partie des murs, le bâtiment étant classé. Les statues l'étaient aussi, et donc elles n'ont pas connu le sort des autres statues que l'on retrouve dans cette fameuse cave avec l'homme léopard. Et donc ils étaient face à un problème, parce que c'était l'ancienne entrée du musée, ces immenses allégories, une sorte de caricature de l'art colonial. Et donc dans un premier temps, ils ont pensé qu'ils pouvaient peut-être atténuer la portée de ces statues en mettant en face de l'art contemporain. L'art est souvent utilisé aussi comme une sorte presque comme d'antidote ou de contrepoison face à... et donc il y a 2 pièces contemporaines qui ont été dressées en bois, l'une représentant un profil d'homme qui représente le continent africain, et l'autre c'est un crâne représentant justement le crâne de ce fameux chef Lusinga, qui avait été décapité par d'ailleurs un des donateurs du musée, le général Storm. Mais la polémique a continué, et donc quelques mois avant que je passe ma nuit dans ce musée, on a dressé des rideaux légers, à moitié transparents, devant. Et évidemment, oui, le voile, c'est un objet très, très ambigu. Hein. Le voile, ça cache, mais ça aussi, ça met en valeur. Le voile, ça euphémise. Le voile, ça suscite la curiosité. On a envie de voir ce qu'il y a derrière. Le voile, ça sacralise, hein, le voile de la Vierge. Le voile, on sait bien, tous les débats sur le voile le montrent, que ça peut se prêter à de multiples interprétations. Et c'est surtout ce côté caché, ce sein que je ne saurais voir. Enfin, voilà. Donc toute cette scénographie était assez foutraque en fait. Donc, et c'est pour ça aussi que je trouvais que le musée était intéressant, parce que voilà, toutes les difficultés qu'on a à affronter cette histoire, on les retrouve au musée de Tervuren. C'est vrai que toutes ces difficultés que l'on évoque sur la tentative de réorganiser ce musée, alors soit en rajoutant des choses, soit en enlevant pour essayer de lui faire trouver une sorte d'équilibre, pose aussi la question alors on ne peut plus faire de musées coloniaux évidemment, mais est-ce qu'on pourrait encore faire un musée de l'histoire coloniale? Parce que c'est une problématique. Par exemple en France, il n'y en a pas. On parlait tout à l'heure de la neutralisation par l'art. On a le musée du Quai Branly qui a esthétisé les œuvres, on le lui a reproché d'ailleurs. Il y a le musée de la Porte Dorée, mais c'est le musée de l'immigration. Et les grandes puissances coloniales, alors à part la Belgique, puisque avec Tervuren, n'assument pas en fait, n'ont pas fait de musée historique de leur histoire coloniale. Ça aurait pu être une des options, effectivement. Au lieu d'essayer d'en faire autre chose, d'assumer le lieu d'une certaine manière, mais de transformer un musée colonial en un musée d'histoire coloniale. Donc, et vous avez tout à fait raison. Ça, c'est aussi quelque chose, je pense, qui intéresse, qu'on mériterait de s'y intéresser. C'est qu'on a, par exemple, en France, je crois, 60 musées nationaux sur absolument tout. Sur la porcelaine, sur le sport, sur la tapisserie, sur toutes les périodes de l'histoire de France, sur la Renaissance, le Moyen-Âge, la préhistoire, etc. On n'a aucun musée sur l'histoire coloniale, qui est quand même quelque chose qui n'est pas anodin. Hein. Toute notre modernité, depuis les grandes découvertes, sont adossées à cette histoire. Et ce n'est pas le cas, c'est pas simplement le cas en France, c'est le cas à ma connaissance, hein, mais peut-être que quelqu'un pourra me démontrer le contraire, mais c'est le cas dans la plupart des grands pays qui ont anciennement coloniaux. C'est le cas en Angleterre, en Allemagne. Il n'y a pas de musée d'histoire coloniale. Pourquoi? Voilà. Et c'est vrai que peut-être que ce musée
aurait pu justement le devenir. C'était un lieu, alors là, qui s'y prêtait parfaitement. Et voilà. Et nous resterons sur ces questionnements. Merci à vous, Christophe Boltanski, et on souhaiterait donner chair à notre discussion avec la lecture, si vous voulez bien, d'un passage qui est votre rencontre avec le mastodonte Kim Kassai. Eu égard à son rang et en raison de ses origines, il a été baptisé King Kassai. Il porte un titre de film. Je vois d'ici les lettres rouges se détacher sur un grand écran, accompagnées d'un bruit de tam-tam et d'un barrissement tonitruant. Ladies and gentlemen, puis-je vous présenter l'unique, le gigantesque, le tout-puissant, roi de la province de Kassai. Je me prépare à bivouaquer avec un colosse, un cousin éloigné de King Kong et de Godzilla, sans doute prêt comme eux à écraser la civilisation d'un coup de talon. À force de l'observer, je me rends compte que son nom de scène renvoie à une fausse image, campé dans une splendeur inquiète, les oreilles élimées et faceillantes, comme une voile mal bordée, la tête basse, les yeux éteints, entourés de cernes sombres, il paraît immensément vieux. Son expression triste recèle je ne sais quelle infirmité secrète. Relégué à l'extrémité de la salle, il tourne le dos au reste de la création. Il trône à l'écart, loin de tout, dans une solitude absolue, comme s'il ne souhaitait avoir aucun commerce avec quiconque. Sa tête lui pèse, ses défenses sont trop lourdes, sa peau sèche et crevassée, pareil à un manteau de boue qui aurait sédimenté, ne le contient plus. Il craque de partout, il est nu et fragile, comme le roi de la fable. Avant d'être naturalisés, les animaux qui remplissent les musées ont souvent été capturés vivants, puis exposés jusqu'à la fin de leur existence, dans des zoos ou des jardins d'acclimatation. Ils s'éteignent derrière des barreaux et renaissent grâce à une armature de bois et de métal. Ce géant n'est pas décédé de mort naturelle. Il a été abattu sur commande. Son destin est lié lui aussi à une exposition universelle, à l'un de ces événements planétaires, à mi-chemin entre la pédagogie et le divertissement, qui, décidément, joue un rôle clé dans toute cette histoire. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Bien sûr. Écoutez les histoires de... Dans mon bouquin, j'attendrai la fin du monde, libre à chacun d'y trouver ce qu'il voudra. Une autre vie, je m'immerge jusqu'aux dents. Serre donc ma main, tout lâcher pour l'écrivain. Les pages se tournent, j'arrive au bout du chemin, mais j'y suis trop bien. Dans mon bouquin, j'attendrai la fin du monde. Dans ces feuillets, mon mirador. Dans ces feuillets, mon mirador. Oui, Racine de ciel, j'ai lu évidemment chaque année. Les plus grands auteurs sont invités là-bas. Lire au goulot la vodka des doux sommeils. Le monde réel ne sied guère au plus grand rêve. J'oublie le reste, abandonne-moi sur la route. Que l'écrivain me rattrape sur le chemin. L'ouvrage est long, l'oiseau y plonge en piqué. Moi sur ses ailes. Dans mon bouquin, j'attendrai la fin du monde. Dans ces feuillets, mon mirador. Dans ces feuillets,
chemin.